Bonsoir, merci à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si c'est bien parti. Nous lançons la COP non-official pour la COP 25. Alors je vais vous parler d'abord de la recyclerie qui nous reçoit ce soir très gentiment. Merci beaucoup à la recyclerie parce que c'est un endroit superbe. Et je voudrais aussi vous parler de la COP 25 qui est un groupe de citoyens qui ont décidé de faire bouger les choses d'un point de vue citoyen autour de la COP en lançant une association et un mouvement qui s'appelle COP Non-Official, dont le hashtag est hashtag COP Non-Official, que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, et en particulier ce que nous allons faire ce soir, qui est un débat autour de la question sur quel monde allons-nous léguer. Alors je ne dis pas à nos enfants, parce qu'il y a autour de moi des gens très jeunes, donc c'est allons-nous léguer tout court. Nous avons... Merci de votre patience, Valérie Masson-Delmotte. Ça fait 20 minutes qu'on vous tient comme ça, 25 minutes, qui est en direct de Madrid. Mais je vais passer la parole à June, qui va vous faire une petite introduction et qui va présenter nos invités. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, le sommet sur le climat s'ouvre aujourd'hui à Madrid sur un constat accablant. Les émissions s'accroissent et l'accord de Paris signé en 2015 reste complètement virtuel. Mardi dernier, le 26 novembre, l'ONU publie un énième rapport sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce rapport nous indique là où nous en sommes et là où nous devrions nous situer pour rester sous les 2 degrés de réchauffement en vue des objectifs fixés par les États. Et d'après les scientifiques qui sont donc à l'origine de ce texte, pour éviter une catastrophe climatique majeure, il faudrait aujourd'hui multiplier par 5 nos efforts, parce que selon la tendance actuelle, c'est plutôt à une hausse de 3 ou 4 degrés vers laquelle nous nous dirigeons. Donc devant cet immense défi et le sentiment que la COP25 semble plus que jamais impuissante à répondre réellement ni à déclencher un sursaut salutaire, donc nous, journalistes, acteurs, actrices de la société civile, avons voulu réunir ce soir un panel d'experts, d'intellectuels, de chercheurs et de chercheuses, mais aussi des membres d'associations qui s'impliquent directement dans les luttes écologistes, pour tenter d'esquisser une réponse, puisqu'il y a urgence, à la question que faut-il faire pour ne pas donc léguer une planète invivable. Donc, comme vous l'avez dit, on a Valérie Masson-Delmotte en direct de Madrid, mais nous avons aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Qui fait partie de Youth for Climate. C'est exact. Bonsoir aussi à Pauline Boyer, militante engagée auprès d'Alternativa. Bonsoir. Et Sylvain Piron, historien et médiéviste de la pensée du XIIIe siècle, auteur de L'Occupation du monde. Bonsoir. Et Ronan Dantec, sénateur écolo de Loire-Atlantique, président de l'association Climate Chance. Bonsoir. Et Jeanne Guien, docteur agrégée de philosophie de l'ENS Ulm, dont les recherches portent sur la philosophie des techniques et l'histoire économique à l'épreuve de la réduction de la durée de vie des objets. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Donc nous allons commencer avec vous, Valérie Masson-Delmotte. J'espère que tout le monde va vous entendre. La question que nous nous posons, c'est qu'est-ce qui se passe à Madrid pour cette 25e COP ? Dites-nous un peu quel est le contexte, ce qu'on attend de Madrid, qui devait être au départ au Chili, et ce que vous pensez de l'état des efforts actuels. Donc on va commencer par ce qui se passe à la COP25 à Madrid. Alors donc effectivement, la COP a démarré ce matin avec la cérémonie officielle d'ouverture. Ça fonctionne miraculeusement bien, je dirais, compte tenu du fait qu'il y a eu simplement un mois pour tout organiser et tout déplacer par rapport aux tensions sociales qui sont toujours très vives au Chili. Donc c'est toujours sous la coordination des négociateurs chiliens, mais avec l'appui logistique du gouvernement espagnol. Moi, j'y suis jusqu'au 10 décembre pour présenter les 2 derniers rapports spéciaux du GIEC, donc, qui portent sur le changement climatique et les terres, et sur l'océan et la cryosphère dans un climat qui change. Donc la première semaine, il y aura beaucoup d'événements liés à cet état des connaissances. Demain, c'est le jour qui fait le point sur l'état de la Terre, avec l'ensemble des observations qui sont disponibles. Et puis, il y a des enjeux qui sont assez techniques, en particulier pour un article important de l'accord de Paris, qui est l'article 6. C'est le seul pour lequel les négociateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord l'année dernière en Pologne. C'est un article important parce qu'il comporte des mécanismes de coopération internationaux, en particulier un marché carbone élargi, des mécanismes de coopération
Donc s'il y a un progrès important dans ce sens-là, on peut avoir des mécanismes en place qui soient positifs. On peut aussi fabriquer des usines à gaz. Je caricature un peu. Oui. C'est pas le moment où on attend des annonces en termes d'ambition renforcée. Et c'est également une COP où on attend un accent important mis sur la coopération par rapport à l'océan, à la protection des écosystèmes marins et avec des enjeux conjoints, en fait, biodiversité et climat, ce qui est nouveau. Ce que je peux également juste dire par rapport à la thématique de la journée, c'est qu'effectivement, les émissions de gaz à effet de serre ne suivent pas une trajectoire qui permet aujourd'hui de stabiliser le réchauffement. Et donc le programme des Nations Unies pour l'environnement a souligné à la fois un gap, c'est-à-dire un décalage entre les émissions et les trajectoires permettant de stabiliser le réchauffement, mais aussi en matière de production et d'investissement dans l'exploitation de ressources fossiles. Donc il y a un double gap en fait. Et puis pour terminer, donc peut-être juste brièvement sur les rapports spéciaux du GIEC. Donc l'océan, la cryosphère, ils ont pris de plein fouet le changement climatique. Il a déjà une empreinte depuis le haut des montagnes jusqu'aux régions polaires, au fond des océans et par le niveau des mers sur tous les littoraux. Ces conséquences, elles vont se poursuivre pour des générations parce que on touche à des choses qui ont une inertie profonde. Donc il y a des changements inéluctables et il va falloir faire avec. Et c'est tout l'enjeu de l'adaptation, du renforcement de résilience, y compris pour les écosystèmes marins. Mais au-delà, en gros, de 2040-2050, les tendances vont complètement dépendre de ce qu'on va choisir de faire maintenant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a beaucoup de leviers d'action, à la fois par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi par rapport aux solutions et aux solutions qui sont basées sur la nature. Et ça, c'est renforcé aussi dans le rapport sur les terres qui montre que les terres émergées, elles sont sous forte pression, qu'on a aujourd'hui un système alimentaire qui n'est pas soutenable, de plein d'aspects qui contribuent au rejet de gaz à effet de serre, à la destruction de la biodiversité. Il y a beaucoup de solutions par rapport au système de production agricole, par rapport à ce qu'on choisit de manger, mais aussi par rapport aux politiques publiques portant sur le secteur des terres. Et enfin, ce qu'on montre également, c'est qu'on ne peut pas compter sur les terres pour stocker tout le carbone qu'on émettrait des autres secteurs. Donc le potentiel de solution, il est aussi limité, en particulier pour préserver la biodiversité sur les continents. Et ça, c'est important parce que la partie océan, elle manquait dans les contributions volontaires des pays en 2015. Oui, c'est un peu et les parties qui portaient sur les parties qui portaient sur les politiques, disons, agricoles, les politiques publiques en matière de gestion des terres, elles étaient aussi plus faibles. Et donc, cet échange entre le constat scientifique et les représentants de tous les pays, c'est aussi une occasion pour eux de voir comment renforcer leur contribution nationale. Mais est-ce que vous pensez que... On a l'impression qu'il y a une espèce de décalage entre une urgence qu'annoncent les scientifiques et ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on voit en France, par exemple, il y a des gens sont préoccupés par d'autres choses, les grèves du 5, les retraites, je sais pas quoi. On a l'impression qu'il n'y a aucun sentiment d'urgence autour de cette COP, hors les spécialistes. Et donc, que l'inquiétude augmente pour ceux qui sont impliqués là-dedans, parce qu'ils se disent, est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a vraiment le feu ? Il y a plusieurs degrés en fait. Il y a d'abord une prise de conscience partout dans le monde qui monte en puissance à mesure qu'on a des impacts sévères et qu'on voit qu'on n'est pas prêt, même pour la variabilité du climat d'aujourd'hui. Et on le voit en France comme partout dans le monde. Donc il y a une prise de conscience qui est très large. La vraie difficulté, c'est le fait de traduire même les engagements pris en 2015 en termes de politiques efficaces qui portent leurs fruits. Donc c'est vraiment des enjeux de mise en œuvre, de gouvernance et d'avoir des stratégies qui touchent à tous les secteurs d'activité, à toutes les échelles, de l'échelle internationale à l'échelle de chaque commune, de chaque communauté, et dans chaque secteur d'activité. Et c'est finalement là-dessus que, il y a vraiment urgence à accélérer les choses. D'accord. Je vais demander peut-être à nos invités de réagir à ce que vous dites. Ouais. Moi, j'ai juste... Oui, pardon. On n'entend plus mon micro, par contre. J'ai juste une question pour rebondir là-dessus, parce que bon, la destruction du vivant, bien sûr, ça rentre aussi dans cette prise de conscience. Et donc aussi les grèves en cours. Je pense que c'est pas diviser en fait l'urgence pour la crise écologique et ces crises sociales-là. Mais selon vous, justement, quelles sont les mesures drastiques nécessaires à mettre en place pour ne pas dépasser le seuil dont on parlait tout à l'heure ? Vaste question.
En fait, c'est pas simple de répondre à cette question-là, mais je pense que l'enjeu le plus important, vraiment le plus important, majeur, c'est celui de mettre en place des transitions qui soient des transitions justes. On l'a vu avec de nombreuses crises, en particulier liées au prix de l'énergie partout dans le monde. Absolument. On le voit aussi avec les enjeux de transformation, c'est-à-dire fermer des centrales à charbon. Ça demande en fait de changer, de créer d'autres opportunités d'emploi pour ceux qui vont être impactés. On le voit un tout petit peu en France, mais on le voit de manière majeure dans d'autres pays voisins en fait, de nous. Et donc pour moi l'enjeu majeur, c'est créer des transitions qui soient justes, au sens où on anticipe et on crée des conditions qui permettent, disons, à tous de s'y retrouver. Et on n'y est pas aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous parliez d'autres perceptions d'urgence. Il y a effectivement des questions sur le temps long. Et pour moi, la question, par exemple, des retraites, c'est une question sur le temps long, comme est la question de l'action par rapport au changement climatique. C'est pas quelque chose qu'on va résoudre une fois pour tout, avec une seule action. Et ça demande de penser les choses autrement et d'avoir d'autres approches, disons, délibératives. Et je termine là-dessus. Pour moi, cette approche, c'est aussi un enjeu de renforcement de vie démocratique avec des initiatives qui sont vraiment précieuses, comme celle de l'Assemblée citoyenne en Irlande sur le climat ou de la Convention citoyenne en France, pour que cet enjeu de l'action par rapport au climat, il fasse vraiment l'objet d'une appropriation et d'une réflexion profonde par rapport au fait, par rapport à ce que la société veut en faire. Voilà. Oui, c'est d'ailleurs la raison de cet événement ce soir. Ce qu'on veut faire, c'est justement créer une plus grande mobilisation, parce que c'est les fameux 20-60-20. 20% des gens sont très impliqués, 60% se posent des questions et 20% sont totalement réticents. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est justement ramener parmi les 60% le maximum de gens à comprendre ce qui se passe et être plus impliqués. Ce que je vais demander, c'est à nos invités de derrière, je vais me retourner, de peut-être réagir les uns les autres à ce que vient dire Valérie Masson-Delmotte. Ronan Dantec. Est-ce que le micro marche? Est-ce que le micro marche? Oui, vous m'entendez. Moi, ce que j'aurais envie de dire à ce stade, moi je suis évidemment en accord avec Valérie. Et on a souvent l'occasion d'échanger, mais si on part de l'idée que l'effort est difficile à l'échelle mondiale aujourd'hui, parce que justement les crises sociales immédiates passent toujours avant l'effort de moyen terme ou de long terme qu'est le climat, je me demande, je suis un peu là pour provoquer, sinon ça ne sert à rien de venir, si on ne se plante pas au niveau de la galaxie des associations et de tous ceux qui sont mobilisés sur le dérèglement climatique, sur le fait que finalement on n'a jamais trouvé de discours pour rassurer ceux qui en sont en situation de crise sociale. C'est-à-dire qu'à force de porter un discours très fort sur la nécessaire transition, finalement on rajoute encore de l'anxiogène vis-à-vis de ceux qui sont déjà plutôt en situation d'instabilité ou de souffrance sociale. Et que cette question-là, je pense maintenant, est doublement sur la table. Elle est toujours sur la table par rapport à l'effort à faire sur le climat. Pour prendre un exemple simple, plutôt que de dire aux gens « vous allez devoir profondément changer de vie » alors qu'ils se mobilisent pour essayer de garder la vie qu'ils ont, disons-leur « si on réhabilite votre logement, vous avez la même vie, mais vous émettez moins de CO2 et même ça vous coûte moins cher ». Donc on les rassure sans rajouter de l'anxiogène sur le changement de vie. C'est le premier point. Et le deuxième point, et ça c'est une difficulté nouvelle qui est maintenant devant nous, et très honnêtement, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on échange beaucoup là-dessus, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer à tétaniser, à déstabiliser et à inquiéter les générations futures en leur disant « la Terre, de toute manière, ne va pas être vivable ». Ça, c'est un discours qui devient impossible à partir du moment où on sait qu'on ne stabilisera pas le climat sous les 1,5 degrés et qu'il va falloir en plus... Ça n'empêche pas l'effort à faire sur la réduction des émissions. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais il va falloir en plus raconter une histoire, créer un narratif pour que de jeunes générations qui vont vivre dans un monde en mutation complète avec un effort d'adaptation très fort se disent ce monde-là est intéressant à affronter et ça ne sera pas qu'un monde de souffrance. Et là, je crois qu'on est au moment de la bascule sur ces deux discours-là, mais ce n'est pas si simple parce que ça nous sort, y compris de notre zone de confort du discours qu'on peut tenir depuis 20 ans. Ah oui, ça, merci. Jeanne, vous souhaitez intervenir? Oui, après, sur je vois que le débat s'oriente tout de suite autour de deux questions. La question du temps, de l'échelle de temps à laquelle se projeter, et puis la question de la justice sociale.
Et j'aimerais tout de suite intervenir parce que je pense que ces deux problèmes sont liés aussi à la manière dont la question nous a été formulée. Allons-nous léguer une planète habitable ou un monde habitable à nos enfants, aux générations futures? Moi, je suis toujours très gênée que l'on présente l'écologie comme un problème des générations futures, concernant toute la planète, une espèce de grand nous. Qui est ce nous? On ne nous le dit jamais. Qui sont ces générations futures? On ne le dit jamais. Et j'aimerais quand même rappeler quelque chose de très simple, que des personnes qui ont perdu leur terre, leur monde, et qui ne sont pas des enfants, et qui ne sont pas dans le futur, mais dans le présent, il y en a beaucoup. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi au nom de ces personnes-là, ou alors le nous qu'on leur propose est un nous excluant. C'est-à-dire qu'il y a déjà des personnes qui ont perdu leur littoral, qui ont perdu leurs ressources, qui ont perdu leur forêt, qui ont perdu leur terre, non pas au sens d'une grande planète abstraite, mais du sol d'où provient la nourriture, ou qui fait qu'on peut se tenir debout tout simplement, pour citer un livre qui vient de sortir récemment. Et donc j'aimerais qu'on replace un petit peu la discussion dans ce contexte-là. Arrêtons de parler des générations futures, parce qu'en fait des gens qui souffrent, il y en a déjà. Et le monde est déjà invivable pour eux. Alors c'est juste que des mondes, il y en a plusieurs. Oui, non, mais ça, c'est souvent les populations les plus précarisées aussi. Donc, et les plus invisibilisées. Ouais. Et en disant, nous, l'humanité, la planète, on contribue à les invisibiliser. Oui, non, mais tout à fait. Alors, Mathieu... moi, je voulais... Ce micro ne marche pas. Ouais. Le micro, ok. Moi, je voulais réagir rapidement sur le fait d'avoir une transition juste. Le problème, c'est que... Le monde, déjà, il y a une question à se poser déjà pour moi, c'est est-ce que le monde aujourd'hui est juste? Et ensuite, il y a la question du temps, comme tu disais, c'est plus on voudra une transition juste, plus il faut se dépêcher, parce que plus les dégâts seront irrémédiables, plus la transition juste sera difficile. Et c'est pour ça en fait que la question du temps est très importante et la justesse, on l'aura que si on se dépêche aussi en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Merci. Est-ce que je voudrais que nos autres invités réagissent? Déjà pour avoir une idée de effectivement quelles sont les mesures qu'on devrait mettre en place pour que la France reste sur cette trajectoire de 1,5 degré et respecte les engagements pris lors de l'accord de Paris. Il y a une étude qui est sortie du cabinet BNL Evolution qui s'appelle Comment s'aligner sur une trajectoire à 1,5 degré et qui présente un peu l'étendue des modifications qu'il faudrait faire pour que les politiques, que les mesures en fait soient à la hauteur des ambitions de l'accord de Paris, qui est téléchargeable sur Internet. Et effectivement, je pense qu'en ce moment, on a un enjeu de visibiliser les alternatives qui existent et qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans notre vie quotidienne. Parce que ces alternatives-là, elles permettent de vivre mieux aujourd'hui déjà. Et parce qu'elles entraînent à la fois des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et donc sont positives pour arriver à contenir l'augmentation de la température de la Terre, mais elles amènent aussi un bien-être social et des progrès sociaux avec elles. Et donc, je pense qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'action de désobéissance civile suite au mouvement Extinction Rebellion qui a vraiment mis un focus sur ce moyen d'action qu'on a et qu'il faut absolument utiliser. Mais on a aussi plein d'alternatives qui sont présentes sur tous les territoires qui permettent de transformer nos vies, de se déplacer différemment, de manger différemment et qui sont bien souvent des alternatives qui sont beaucoup plus solidaires et qui amènent un meilleur niveau de vie à notre échelle. Oui, donc ça devient urgent en fait de retrouver les moyens de faire société ensemble de façon différente pour répondre à la crise écologique. Et Sylvain Piron, vous vouliez réagir ? Oui, je peux dire une chose très différente de ce qu'on a entendu. Malgré toute la sympathie que j'ai pour le GIEC, Ronan et Valérie. Et je pense qu'il est important aussi qu'on
regarde en face les choses, c'est-à-dire le fait que ça ne sert pas à grand-chose les grandes COP. Les engagements pris par les États sont minimes. Et au fond, alors les gestes dont Pauline vient de parler sont importants. Effectivement, il y a plein de choses à faire, d'actions à mener qui sont intéressantes, mais c'est toujours à la marge. Je pense qu'il est temps qu'on admette que les politiques n'ont aucune prise sur le système économique, que c'est le système économique qui mène le jeu. Et donc, j'ai une proposition, enfin, pas une proposition, c'est juste le constat. La seule source dont on peut attendre une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre et d'autres pollutions, c'est une crise économique majeure. Et je pense que la seule bonne nouvelle que je vois pour l'an prochain, c'est une récession, malheureusement, donc, qui sera assez terrible. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que le système économique capitaliste financier mondialisé entre dans une crise grave qui permette de penser à comment sortir de ce système. Si on reste à l'échelle simplement des petites mesures à prendre, des petites actions, on reste à la marge. Or, la pente est tellement grave, tellement rude, c'est pas une inflexion à la marge dont on a besoin, c'est une crise systémique. Malheureusement, je pense qu'elle va venir, ce qui est peut-être une bonne nouvelle. Alors, je vais peut-être demander à Valérie Masson-Delmotte de réagir. Je ne sais pas si vous entendez tout ce qui se passe. Pas toujours très bien. Alors, Sylvain Perron suggère que la meilleure solution serait une crise systémique, économique majeure qui mette fin à tout un système pour régler le problème. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en fait, moi je le tournerai dans l'autre sens. C'est-à-dire, si on veut vraiment contenir le réchauffement climatique, on a besoin d'agir de manière systémique. On a besoin en fait de réorienter les investissements vers tout ce qui porte sur l'efficacité énergétique et les solutions bas carbone. On a besoin d'augmenter ça d'un facteur 5 à 6 dans les prochaines décennies. On a besoin d'un changement systématique dans la manière dont on produit l'énergie dans le monde. Donc décarboner la production d'électricité rapidement. Décarboner les usages finaux de l'énergie, comme le chauffage. Décarboner les transports. On a besoin de changements systématiques dans la manière dont on produit l'alimentation. On a besoin de changements systématiques dans la manière dont on construit les villes. On est devant un mouvement d'urbanisation sans précédent, avec plusieurs milliards de personnes qui vont rejoindre les villes des pays en développement dans les prochaines décennies. Donc il y a besoin de le faire autrement, et pas selon le modèle que nous on a suivi. On a besoin aussi de changements systématiques dans le secteur de l'industrie, avec l'économie circulaire, avec l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est le côté offre. C'est un peu indépendant de la discussion précédente. Mais si on a des crises croissantes, ou si on fait les choses dans l'urgence, on n'arrivera pas à mettre en place ces changements systémiques. C'est ça qui est compliqué. Et oui. D'autre part, si on veut contenir le réchauffement à un niveau bas, ce que montre en particulier le rapport sur 1,5 degré du GIEC, c'est que ça ne suffit pas de jouer sur l'offre, on a vraiment besoin de jouer sur la demande. C'est-à-dire de maîtriser pour les pays riches, pour les plus riches dans tous les pays, la demande en énergie, en allant vers une forme de sobriété, la demande en matériaux non renouvelables, et en ayant des choix alimentaires qui soient sains et qui réduisent l'empreinte environnementale, les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire, en particulier dans les pays riches, beaucoup moins de protéines animales par rapport à aujourd'hui. Voilà, et donc en fait, si on prend purement l'angle des émissions de gaz à effet de serre et de l'action par rapport au climat, on a besoin d'agir dans tous les secteurs et très vite. C'est ça vraiment qui est le point important qui ressort. Ronan Dantec, vous vouliez intervenir ? Oui. Moi, je pense qu'il y a un romantisme noir de la crise climatique. C'est-à-dire l'idée que derrière cette crise climatique, on allait avoir une crise sociale et économique de changement de système qui allait tout résoudre. En fait, l'histoire est plutôt inverse. La dernière crise de récession, celle de 2008, effectivement, on voit une stabilisation des émissions, mais elles repartent à la hausse tout de suite après, puisque en période de crise, on ne dégage plus suffisamment de ressources pour financer la transition. Donc on perd du temps et on reste à des niveaux d'émissions assez élevés. Aujourd'hui, nous avons publié le rapport annuel de l'action climatique Climate Change la semaine dernière. Donc vous retrouvez sur le site de l'association les 400 pages annuelles du rapport. Les territoires, les pays qui baissent significativement leurs émissions sont les territoires les plus riches du monde. Ça, c'est très très net. C'est-à-dire ce sont les territoires qui ont le plus de richesses mobilisables qui réussissent le mieux à financer cette approche systémique dont parle Valérie Masson-Delmotte. C'est une vraie difficulté. C'est une énorme difficulté. C'est-à-dire que la réalité de la baisse des émissions ne va pas du tout dans le sens du narratif social
qui nous, globalement, en termes de valeur, nous rassemble tous là. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Et effectivement, et là-dessus, les nouvelles orientations de la Commission européenne sont quand même assez intéressantes. Sortir notamment l'investissement climatique de tous les calculs de l'orthodoxie financière est certainement un des enjeux majeurs. C'est-à-dire, vous connaissez tous les 3% ou les 2% aujourd'hui sur les budgets à ne pas dépasser. L'Europe semble prête à sortir l'investissement climat de ce calcul-là. Et ça, c'est essentiel parce qu'on a besoin d'énormément d'argent si on veut du transport public, si on veut, à marche forcée, développer les énergies renouvelables, si on veut changer le système de production électrique. Donc, c'est pas une récession stabilisera plutôt les émissions à un haut niveau, là où c'est simplement la capacité de capter une part beaucoup plus importante de la richesse produite vers la transition qui nous permet d'avoir cette approche systémique. Je souhaite juste réagir sur ce que vous venez de dire, parce qu'il y a une enquête, l'enquête qui a été publiée par Reporter mardi dernier. En fait, elle montre bien qu'il y a beaucoup de pays qui font partie des pays du G20, qui font partie des plus gros pollueurs en fait, et des plus gros producteurs de gaz à effet de serre dans le monde, dont par exemple les États-Unis, qui est un énorme pollueur. Bon, après, bien sûr, c'est aussi lié à la politique de Trump qui a été mise en place, qui sont sortis de l'accord de Paris et tout. Mais l'Union européenne a été un bon élève, mais sinon ça n'a pas forcément un lien direct avec les capitaux dont bénéficient les pays directement. C'est un rapport d'investissement en fait. Et dans les chiffres intéressants, pour sortir de notre zone de confort du politiquement correct écolo, et je suis là pour ça, aujourd'hui, une classe moyenne chinoise émet 2 fois plus de CO2, et je ne parle pas des émissions importées ou exportées, 2 fois plus de CO2 qu'une classe moyenne européenne. Mais donc on a là d'énormes problèmes. Exportent la production de leur charbon. Où sont produits les objets que consomment les classes moyennes européennes? Ouais. Je l'ai bien dit dès le départ. Or, émissions importées liées à la production manufacturée vers l'Europe ou vers le reste du monde, dans leur vie quotidienne, les classes moyennes chinoises urbaines, pas la totalité de la Chine, les classes moyennes urbaines chinoises émettent 2 fois plus de CO2 par habitant que les classes moyennes européennes. C'est la réalité du monde, parce que derrière leur consommation électrique, il y a le charbon, c'est assez simple. Donc on est dans ce monde-là, qui est un monde extrêmement complexe, où toutes nos explications un peu simples, voire simplistes, ne marchent plus, et on est donc devant un effort intellectuel énorme pour inventer cette transition systémique qui est devant nous. Je voulais juste rappeler aussi un chiffre quand même, parce que les grandes entreprises françaises jouent elles aussi en fait un rôle majeur dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Par exemple, la multinationale pétrolière Total, elle figure quand même parmi les 20 entreprises mondiales qui ont rejeté à elles seules un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1965. Donc on peut regarder en Chine, mais on peut regarder... Amazon a une production égale à la Bosnie, à la Bosnie-Herzégovine. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc là aussi, si on veut complexifier le discours, je ne crois pas qu'il s'agisse de questions de tel ou tel pays, l'Europe ou les États-Unis, le Nord ou le Sud, parce qu'on va se dire « Ah, mais la Chine, c'est au Sud, donc on suppose qu'ils vont produire moins. Ah, mais en fait, c'est une révélation de dire qu'ils produisent autant, voire plus que les Européens. » Ce n'est en rien une révélation. La Chine est un pays absolument détruit par la production. Vous avez des villes et des villes entières qui sont vouées à la manufacture. Donc c'est un pays absolument détruit, et ce sont des gens qui souffrent le plus de la pollution. Donc c'est une chose dont il faut se tenir compte. N'hésitez pas à intervenir. Je suis désolée, mais si vous voulez qu'on parle des paysages chinois voués à la manufacture pour produire le textile et l'électronique qu'on consomme, c'est énorme. Ouais. Donc pour reprendre le fil, je pense que c'est pas tant une question aussi, si on veut complexifier, comme vous dites, cette discussion, et c'est pas juste pays du Nord, pays du Sud, c'est aussi des entités qui ne sont pas des pays, c'est-à-dire des multinationales. Ouais. Et qui ont non seulement un rôle, mais qui peuvent être considérés comme des États, c'est-à-dire des producteurs de gaz à effet de serre aussi importants que, vous disiez la Bosnie, moi j'avais entendu le Portugal, mais on voit à peu près l'échelle que ça représente pour Amazon en l'occurrence. Sylvain, vous souhaitiez intervenir ? Non, c'était juste pour préciser, je ne souhaite pas cette crise, mais je pense que ça peut être un détonateur de quelque chose, pas forcément... en tout cas, je pensais vraiment du côté de la demande, une chute de la demande est quelque chose qui peut avoir un effet positif et qui peut permettre de réfléchir à une réorientation de l'offre. Bon, et notamment, si on entre dans un scénario de crise, de guerre commerciale mondiale, c'est aussi la question de la mondialisation qui est en cause, et une crise profonde qui remettrait en cause le schéma de la mondialisation pourrait inciter à des relocalisations d'activités, etc. Je pense que, voilà, il peut y avoir des effets positifs, et ça peut aussi permettre
d'imaginer, là on revient sur l'autre aspect, d'imaginer des narrations positives, comment sortir de la domination de l'économie. C'est ça en fait, l'enjeu pour moi est plutôt là, c'est comment on arrive à sortir de la domination de l'imaginaire économique et où on raisonne tout le temps en termes de marché, consommation, et passer à une autre façon de voir les choses. Alors attendez, excusez-moi, il y a Pauline Boyer voulait intervenir avant, je suis désolée. Juste pour compléter, l'article 6 dont parlait Masson Delmotte, respecte les tours de parole. C'est la régulation économique. Je suis désolée, c'est Pauline, Jeanne et vous. Juste pour compléter, oui, il y a une centaine d'entreprises qui sont responsables de plus de 70% des gaz à effet de serre sur la planète. Donc il y a quand même un levier d'action énorme à activer là-dessus. Et beaucoup d'actions qui sont déjà entreprises justement pour faire changer les politiques des entreprises, mais surtout montrer que cette situation, elle n'est plus normale, que à l'heure actuelle, en état d'urgence climatique, il y a des choses qu'on acceptait avant, qu'on pensait qui étaient normales, mais qui ne sont plus, des pétroliers qui se réunissent pour réfléchir à comment extraire encore plus d'énergie fossile. Et ben c'est plus possible, et on doit refuser ça. Et on ne doit pas du tout négliger ce moyen d'action. C'était simplement pour donner une illustration de ça, sur cette question de l'impunité de la sphère économique. Vous savez que bientôt, donc on parlait d'économie circulaire, vous avez mentionné ce rapport, comment rester sous les 1,5 degrés, etc. Un exemple, en ce moment, il y a la loi économie circulaire qui va passer du Sénat à l'Assemblée nationale. Que nous dit ce rapport, comment rester sous les 1,5 degrés? Il nous dit notamment qu'il faudrait arrêter de manger de la viande et qu'il faudrait arrêter les vols intranationaux, interdire les vols aériens intranationaux. Eh bien, il y a des amendements en faveur de l'interdiction pour la publicité pour ces produits-là. J'ai pas dit l'interdiction de ces produits-là, j'ai dit l'interdiction de la publicité. Eh bien, ils ne sont pas passés. Pourquoi? Au nom de la liberté du commerce. Un exemple de ce que fait notre État lorsqu'on lui parle de limiter cette fameuse liberté du commerce. Un exemple très concret, très actuel. Il y a un autre exemple aussi qui est le fait que, ça je trouve que c'est totalement emblématique de la période que l'on vit, c'est qu'il y a quelques années, il y avait 15 millions de SUV dans le monde, aujourd'hui il y en a 200 millions, et ces SUV ont écrasé les progrès qui avaient été faits dans les émissions de gaz à effet de serre. Et on continue à vendre ces voitures en disant c'est génial. Les amendements contre la pub pour les SUV ont aussi été rejetés dans ce paquet-là. C'est pour ça donc que voilà. Oui. Ronan Dantec, vous vouliez intervenir? Non, mais je pense qu'on est à la fois au cœur du débat et on refuse de rentrer dans une autre partie du débat qui est que quand on analyse les émissions mondiales, il est clair aujourd'hui que les classes moyennes urbaines du monde entier ont les mêmes demandes de mobilité, de confort domestique, et ce qui fait que même à Lagos, au Nigeria, par habitant, les émissions s'envolent. C'est-à-dire qu'elles sont là aussi passées au-dessus des émissions européennes et ce n'est pas lié aux productions importées ou exportées. Et que donc, notre problème principal, c'est comment fait-on face à un monde où beaucoup de gens à travers la planète rêvent du même mode de vie. Alors on peut dire toujours que c'est les Occidentaux qui leur ont administré ce désir de mode de vie-là, mais fondamentalement, vous n'arriverez pas à convaincre quelqu'un que la climatisation dans un pays très très chaud où les constructions sont mauvaises, c'est une mauvaise chose. Vous n'y arriverez pas. Donc la question, c'est comment allons-nous d'abord changer les modèles de production énergétique? Ça, c'est une priorité absolue. Donc il faut sortir du charbon, effectivement, et de la mobilité fossile. Comment allons-nous réaméliorer l'habitat? Et ça, c'est des sommes absolument colossales à l'échelle mondiale. Et ces deux points-là sont clés. Ne changent pas la vie des gens, mais changent totalement les émissions de CO2 mondiales, ce qui n'empêche pas qu'effectivement, après, évidemment, il y a des entreprises qui sont là pour qu'il n'y ait pas de transition. On est tous d'accord là-dessus, ça c'est évident. Mais si on ne reste que là-dessus, en ayant finalement notre liste de mauvaises entreprises qui expliqueraient le malheur du monde, on se plante aussi sur le fait, et c'était la discussion de début, sur le fait que si on veut construire un contrat social avec les vrais gens, qui aujourd'hui ne nous suivent pas sur l'effort climatique, il va falloir être extrêmement attentif à leurs propres désirs, à leur propre volonté et construire le contrat social avec eux. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on n'y va pas vraiment parce que ça nous sort aussi de notre confort idéologique écolo. Et que c'est aussi là-dessus qu'aujourd'hui, il faut être capable de sortir de nos propres paradigmes qui, de toute évidence, ne fonctionnent pas puisque les émissions continuent d'augmenter.
Pauline Boyer, vous souhaitiez intervenir? Et après, Valérie Masson-Delmotte prendra... Et après Mathieu. Il y avait Mathieu avant. Ok. Oui, et il y a toute... après, il y a toute... comment ? La rénovation des logements, on en parlait tout à l'heure. Ça, par exemple, c'est une mesure... Enfin, personne ne peut être contre la rénovation des logements parce que c'est une mesure qui va être très positive pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a 12,5 millions de personnes qui vivent en France dans des passoires énergétiques qui ne peuvent pas chauffer et qui le mettent dans des situations sociales compliquées. Et donc, on résout un problème écologique en même temps qu'un problème social quand on s'occupe de la rénovation énergétique. Or, en ce moment, l'État n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu par rapport au nombre de logements qui sont rénovés par an. Et justement, dans ce rapport de BNL Evolution, ils disent qu'on a besoin de rénover 1 million de logements d'ici à 2027 et ensuite la même chose tous les ans. Donc, on crée des emplois pour rénover les logements, etc. etc. Et juste pour revenir à... En fait, en ce moment, à l'Assemblée, il y a des débats justement sur cette loi économie circulaire, sur le plan, le projet de loi finances, etc., qui sont extrêmement importants et qui vont déterminer en fait l'État, le gouvernement a l'occasion de prendre des mesures concrètes qui vont faire nettement avancer les choses, mais malheureusement, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin parce que en plus de cette loi, cet amendement anti-pub qui n'est pas passé, il y a aussi un amendement que nous, on essayait de faire passer sur un moratoire sur la construction de zones de stockage de produits destinés au e-commerce, qui concerne notamment les entrepôts Amazon, qui n'a pas été discuté à l'Assemblée. Et ça, c'est pareil. Ok, Amazon fait partie de ces 100 entreprises qui sont les plus polluantes, mais c'est important de les dénoncer parce qu'en plus, Amazon, c'est quand même un monstre qui s'est insinué dans nos vies quotidiennes, qui est au bout de notre portable. Totalement. Et ça, on ne peut pas non plus faire l'économie de ne pas s'y attaquer. Et il faut des sanctions. Merci. Pour ces entreprises-là qui sont polluantes. Mathieu, et après, je passe la parole à Valérie. Je voulais réagir aussi. Je voulais juste, j'ai oublié de dire que je fais partie de Youth for Climate, mais je ne suis pas un représentant. Youth for Climate n'a pas de représentant. Du coup, je suis juste un membre à part entière et tout ce que je vais dire est de ma personne. Du coup, il y a une pluralité d'opinions dans le mouvement et je ne représente en aucun cas le mouvement. Du coup, je voulais revenir sur ce qui est économie et politique et sur le fait que l'économie, entre guillemets, avait le pouvoir. Et comme on parle de tous les amendements qui sont rejetés, le problème, c'est que si les politiques ne nous aident pas, on va avoir beaucoup de mal derrière à nous agir en tant que citoyens et le pouvoir économique a pris le dessus. Et du coup, par exemple, je pense à l'aéroport de Paris. Si l'État français laisse l'aéroport de Paris à une compagnie privée, du coup, le peuple n'a plus le pouvoir et l'aéroport de Paris, écologiquement, peut être un très gros problème. Si on veut une transition écologique et qu'on donne tous nos pouvoirs à des entreprises privées et qu'en plus, derrière, tout ce qui est judiciaire ne nous aide pas, c'est très compliqué et du coup ça c'est un gros enjeu qu'il faut quand même prendre en compte. C'est qu'on ne peut pas laisser le pouvoir au privé, ou sinon le peuple, qui est entre guillemets le public, qui n'a plus le pouvoir. Et comme on a vu, le privé ne veut pas de transition écologique, qui veulent continuer à... Non, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous avez raison, oui, sur le fond. Enfin, il y a une part de ça. Oui. Enfin, je pense que tout ça est assez complexe. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à y aller et d'autres qui sont cyniques. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est sur ces entreprises cyniques, l'État a besoin de garder le pouvoir si on veut une vraie transition et si le peuple est prêt à changer. Valérie Masson-Delmotte. Alors, il y a pas mal de choses qui font écho à un autre volet du travail auquel j'ai contribué, qui est celui du Haut Conseil pour le climat. Donc là, on parle plus du cadre français, par exemple. Et dans le cadre de l'évaluation qui a été faite par le Haut Conseil pour le climat, on a montré que la stratégie, par exemple, française pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, elle peine à être mise en œuvre. Et elle peine à être mise en œuvre parce que le cadre réglementaire n'y est pas. Par exemple, si on n'a pas un cadre clair dans les lois, s'il n'y a pas d'outils qui permettent d'évaluer ce qu'implique une loi en termes de cohérence avec la stratégie nationale bas carbone, l'État ne peut pas imposer quoi que ce soit en fait, aux entreprises ou à d'autres acteurs. Donc il y a vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les enjeux de gouvernance ils sont importants.
C'est vraiment quelque chose d'inédit. Et donc, il faut se doter de moyens qui permettent, par exemple, de respecter des budgets carbone. On voit qu'il y a des initiatives croissantes, donc ça c'est le côté positif. Il y a des initiatives croissantes qui utilisent les outils du droit, du cadre réglementaire, pour mettre en place des obligations finalement qui vont ensuite s'imposer à tous les acteurs de la société. Et c'est le cas dans de nombreux pays, de plus en plus. Et cet aspect-là, cette comptabilité finalement sur les émissions de gaz à effet de serre, cette responsabilisation de tous les acteurs, elle est indispensable. Sinon, il ne se passera peut-être rien parce que effectivement, d'autres priorités ou d'autres enjeux de profit prendront le dessus. Oui, absolument. Et la dernière chose que je voulais juste préciser, c'est qu'il a été fait référence au rapport du GIEC qui disait il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, nous, quand on fait les évaluations, comme elles sont à vocation internationale, d'abord on ne juge pas du tout les politiques propres à chaque pays, et ensuite on ne fait pas de recommandations. C'est-à-dire on montre toutes les options qui permettent d'agir, et on élargit la grille. C'est-à-dire on ne regarde pas l'action pour le climat par rapport au climat, on regarde les conditions de mise en œuvre. Il y a parfois des barrières qui peuvent être technologiques ou environnementales ou socioculturelles ou réglementaires. Donc on analyse finalement ce qui est mûr et là où il y a des barrières à lever. Et enfin, quand on regarde les options d'action, on les regarde en particulier en utilisant la grille des objectifs du développement durable pour voir justement là où on a des bénéfices à net, c'est-à-dire c'est des options sans regret. Alors je donne quelques exemples. Manger de manière saine, et il y a plein d'options pour ça, il n'y en a pas qu'une. En favorisant les filières qui ont des pratiques bas carbone, responsables, qui favorisent la biodiversité. Là, il y a plein de leviers d'action pour la santé, pour l'environnement, la biodiversité et le climat. Ou les mobilités actives, qu'on peut voir comme des investissements pour la santé publique, en particulier pour les plus jeunes. On a la plupart des jeunes Français qui ne bougent pas assez. Donc c'est un enjeu majeur, en fait, d'investissement. De politique publique, et on voit que ça ne fonctionne pas parce que les politiques publiques elles fonctionnent en silo, et on a d'un côté un ministère de l'agriculture et de l'alimentation, de l'autre un ministère de l'environnement, puis bien à côté un ministère de la santé, et on voit que ça peine à justement tirer parti des choses qui vont dans le bon sens. Puis après il y a aussi des choses qui vont pas bien. Agir pour le climat dans un contexte de précarité énergétique, c'est compliqué. Des solutions purement fiscales où on augmente le prix du carbone, ça ne peut pas marcher en fait. On l'a vu en France, on l'a vu partout ailleurs dans le monde. Et dans ce cas-là, il faut vraiment réfléchir à des mécanismes de compensation qui permettent d'embarquer tout le monde et de ne pas peser de manière disproportionnée sur quelques-uns. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste, nous on ne fait pas de recommandations basiques, on montre en fait les leviers d'action et aussi cette forme de grille d'analyse qui permet de ne pas avoir des réponses trop simplistes. Merci. Alors, juste une question à vous tous, pour sortir un peu de notre cadre français. Est-ce que vous avez une idée de pays qui pourraient être des modèles ? Prenons un exemple simple, puisqu'on parlait de la taxation du carbone. La taxation du carbone reste absolument centrale. On ne pourra pas trouver les moyens de la transition et du changement de comportement sans fiscalité carbone. Mais là, on a eu des échecs cuisants et je pourrais parler longuement de l'échec français, puisqu'il se trouve que le premier amendement d'augmentation de la trajectoire carbone, c'est celui que j'avais passé au Sénat il y a quelques années. L'Angleterre a mis une taxe sur la production électrique à partir de charbon. Ils sont sortis du charbon sur la production électrique en 5 ans. Donc c'est un résultat extrêmement massif, et y compris dans un système privé, parce que les entreprises s'adaptent toujours aux règles qu'on leur donne, c'est même la base. Donc l'Angleterre est sortie du charbon. Aujourd'hui, les pays européens qui ont les meilleurs résultats sont plutôt les pays nordiques, plutôt des pays riches d'ailleurs, mais par exemple la Norvège, vers le transfert sur la mobilité électrique, c'est une des fiches du rapport Climate Change de cette année, on voit que finalement, en coordonnant l'action de l'État, l'action des producteurs d'automobiles, l'action des collectivités locales qui font, par exemple, si vous avez un véhicule électrique, vous vous garez plus facilement dans le centre d'Oslo, on a un développement significatif plus rapide qu'ailleurs en Europe de la mobilité électrique. Alors après, toute mobilité électrique ne marche pas. Si on garde les mêmes mobilités individuelles, on sera congestionné pareil. Mais malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'exemples dans le monde qui montrent que quand la totalité des niveaux politiques, État, région, ville, sont en cohérence
qu'il y a la fiscalité qui va avec, il y a des résultats significatifs extrêmement probants. Donc là-dessus, il n'y a pas de raison, effectivement, d'être totalement négatif et désespéré. Simplement, il y a peu d'exemples où on a mis ce niveau de cohérence, y compris ce niveau de flux financier sur la transition. Sylvain, vous souhaitez intervenir ? Oui, c'est pour rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure et revenir pour moi, le fond du problème. Je comprends très bien que vous soyez dans l'action politique et vous aviez envie de faire passer des mesures, d'agir ponctuellement. Moi, je suis historien, je regarde dans la très longue durée, donc je prends un peu de recul. Et je pense que vraiment le cœur du combat, c'est un combat idéologique. C'est-à-dire sortir d'une vision dominée par la consommation, par l'économie, comme l'horizon principal de vie des sociétés. C'est ça, à mon avis, le vrai enjeu. Alors, je reviens juste sur la question que vous avez posée au début, parce que c'est très intéressant, la formulation employée. C'était quelle planète allons-nous léguer? Or, le mot léguer, ça veut dire qu'on possède quelque chose, qu'on va donner. Et donc, un des premiers gestes à faire, c'est d'arrêter de parler comme ça. Nous ne sommes pas propriétaires de la planète, justement. Et c'est ça, toute l'idéologie. Elle rentre très, très profond. On ne s'en rend même plus compte. Elle est présente dans tous les discours. On a des visions qui sont imprégnées d'une pensée très ancienne, qui vient de très loin, fondée sur du droit romain, de la théologie, une vision de l'économie, qui fait qu'on se sent propriétaire de la Terre. C'est pas du tout comme ça qu'il faut poser les choses, je pense. Voilà. Donc c'est vraiment un combat idéologique à mener pour changer d'imaginaire, changer de façon de voir et proposer cela. Et dire il y a peut-être d'autres valeurs à mettre en avant, un peu plus intéressantes que la seule consommation. Et remettre... j'ose de dire l'autre, parce que ça me paraît c'est le mot clé dans l'affaire, c'est du spirituel, c'est-à-dire des valeurs autres, pas forcément du spirituel transcendant, mais simplement d'autres valeurs à mettre en avant et à dire que le but de la vie n'est pas l'accumulation de la richesse. Et c'est uniquement si on arrive à faire passer ce message-là qu'on pourra envisager que la planète reste habitable. Merci. Ouais. Pauline, vous souhaitez... Oui. Oui, je pense qu'effectivement c'est une bataille culturelle, mais c'est aussi un énorme défi organisationnel. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'outils. Et la taxe carbone, par exemple, c'est un outil dont on a besoin. Et nous, on était complètement contre la proposition de taxe carbone qu'avait fait le gouvernement l'année dernière, qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'elle n'était pas du tout assez ambitieuse au niveau écologique et qu'elle était complètement injuste socialement. Et avec BC, Alternativa, le réseau Action Climat, on a fait chiffrer par une économiste une proposition de taxe carbone qu'on avait appelée taxe carbone jaune et verte ou taxe carbone solidaire, qui donc taxait tous les carburants, mais notamment le kérosène, le carburant des cargos, supprimait les exonérations, les niches fiscales, etc. Et les recettes de cette taxe carbone étaient réutilisées pour financer la transition énergétique et pour reverser un revenu compensatoire aux 3 déciles de la population la plus pauvre, pour que ce soit justement pas les personnes en situation de précarité qui payent le poids de la transition énergétique qu'on est obligé de faire ultra rapidement parce qu'on a 40 années de retard dessus. Et pour répondre aussi aux exemples dans divers pays du monde, je pense qu'il y a plein d'exemples partout, mais que à chaque fois, ce qui fonctionne très bien, ce sont quand les mouvements partent de la base. On voit, il y a partout des innovations, des gens qui trouvent des solutions face au dérèglement climatique, y compris dans les pays du Sud. Les femmes agricultrices, notamment en Inde, en Afrique, trouvent des solutions parce que ça devient très compliqué de cultiver les terres. Et ils développent, ces personnes-là développent une résilience et une nouvelle forme de mode de vie. Et on a lancé avec Alternativa une campagne qui s'appelle Alternative Territoriale, qui pour vraiment métamorphoser les territoires. Et ça, parce que les solutions qu'on va devoir trouver, il faut qu'elles soient adaptées au territoire. Il faut qu'elles soient adaptées à la culture. Donc c'est à chacun et à chacune de se réapproprier nos vies sur les territoires, nos villes, nos villages, nos façons de vivre en fonction de la réalité du terrain. Merci. Merci. Juste Mathieu, je pense que... Oui, rapidement, parce qu'on commence à approcher de la fin. J'aurais une question pour... Mais allez-y, Mathieu. C'est juste pour revenir sur les valeurs, pour dire que les valeurs, du coup, ça pose la question sociale et écologique, parce que si on propose seulement des valeurs écologiques, tout ce qui est socialement difficile, ils vont pas l'accepter.
Et du coup, en fait, ça pose la question du fait que pour changer de valeur, il faut accompagner les gens. Moi, quand je parle avec des gens dans la rue, ils disent « mais qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux faire ?» Et le problème, c'est que s'ils ne sont pas accompagnés, ils n'auront pas l'envie, pas la force, peut-être, d'avoir de nouvelles valeurs ou de faire cette transition. Et du coup, c'est aussi, comme elle dit, de revenir à quelque chose de plus local. C'est pour ça que notre mouvement est délocalisé, enfin décentralisé, pardon. Du coup, il y a plein de petits points en France. Il n'y a pas d'endroit chef. Et du coup, vraiment, les personnes, il faut leur montrer que écologie et social, ça va ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont précaires aujourd'hui en France et dans le monde entier. Et en général, pour eux, la question écologique, c'est quelque chose qui est seulement une question pour les riches, quelque chose qui sont les gens qui sont aisés. Et en fait, c'est totalement faux. Et ces gens, il faut les accompagner, il faut leur expliquer, il faut leur montrer d'autres valeurs. Et je pense que c'est important, voilà. Mais ça, le gros problème, c'est que ça prend du temps et de l'énergie. Alors justement, puisqu'on parle de temps, puisqu'on parle de temps, pardon. Une réaction un petit peu à tout ça sur la question de léguer, ce que disait mon voisin qui est très juste, hein, on ne lègue que ce que l'on possède, mais il suffit pas de dire on n'est pas propriétaire de la terre, puisque en fait consommer c'est s'approprier et salir c'est s'approprier. Donc consommer quelque chose, le détruire, c'est l'approprier pour toujours, puisque plus personne ne pourra l'utiliser ensuite. Donc il faut se poser la question de la propriété. Et ce que vous disiez sur les aéroports de Paris est très important. C'est-à-dire que c'est la question de la socialisation de la propriété, la question de la socialisation des coûts. S'il n'y a plus aucune propriété sociale et qu'il n'y a plus que de la propriété privée, eh bien effectivement, les peuples ne pourront pas avoir de pouvoir sur ces objets-là. Donc c'est vraiment une question de la socialisation des biens, qu'il faut se reposer sans avoir peur des grands monstres, de la guerre froide, etc. C'est très important. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un système capitaliste où la plupart des moyens de production sont privés, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne socialise que les nuisances. C'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Donc on paye pour la transition on paye pour les conséquences écologiques d'activités privées dont les bénéfices vont être privés et évidemment les coûts et les nuisances vont être socialisés. Donc la question de la propriété, on ne s'en débarrasse pas si facilement. Sur la question, sur ce que vous disiez tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, hein, sur la question du territoire, de l'ancrage local. Rien n'est jamais venu des politiciens professionnels. Ils arrivent toujours après. Hein, ils n'arrivent que quand il y a eu des crises ou des propositions citoyennes tellement fortes qu'ils ne peuvent plus faire comme s'il ne se passait rien. Et ils arrivent toujours les derniers, et en général, ce sont les associations qui bossent pour eux. C'est-à-dire que les lois qu'ils font, ils ne les ont pas écrites. Hein, ce sont les associations qui ont poussé et qui ont écrit les amendements à leur place. Et ça, il ne faut pas l'oublier, que ce sont rarement les politiciens qui écrivent les lois. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, que la politique vient de la base, c'est très important. Et donc, je rejoins ce que tu disais. Sur l'accompagnement, je ne suis pas sûre d'aimer trop ce terme d'accompagnement, parce qu'encore une fois, si les solutions viennent de la base, eh bien, elles viennent aussi des gens avec qui on parle dans la rue. Donc il faut simplement créer de la communauté pour que les gens en fait, aient la confiance de proposer les choses eux-mêmes. Voilà, pas leur dire je t'accompagne, tu devrais faire ça, je te conseille ce mode de vie. C'est ça, il ne faut pas écouter aussi les problèmes des gens et leur donner suffisamment de confiance pour qu'ils politisent. Et c'est ça qui était très beau dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est notamment que c'est des gens qui n'avaient jamais manifesté et qui ont tout trouvé tout seuls et qui nous ont appris beaucoup de choses. Donc attention sur l'accompagnement. Oui. Moi je dirais plutôt créer des espaces où on peut tous s'exprimer. C'est ça, il ne faut pas... Pardon, juste une chose là, on arrive pas très loin, comme je vois que ça se vide un peu, si on veut poser des questions publiques, s'il n'y a plus de public, ça va être un peu compliqué. Oui. J'ai une question pour vous tous, je me tourne aussi vers Valérie Masson-Delmotte. Je vous demanderai des réponses rapides. C'est aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Il nous reste combien de temps pour qu'on n'aille pas dans le mur ? Attendez, moi j'ai juste... On y va déjà. Hein. Ouais. Bon, merci. Moi, juste pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, parce que c'est quand même intéressant, justement, et puis c'est ce que vous théorisez aussi dans votre livre, Sylvain, L'occupation du monde, c'est cette notion de repenser en fait à cette notion de bien commun. Et repenser justement nos façons de vivre en rapport à la nature, mais aussi, à contrario, justement, de cette vision et cette croyance, en fait, en l'effort individuel à tout prix, qui nous éloigne, en fait, aussi de cette idée qu'il y a d'autres formes d'organisation, il y a d'autres formes Donc, pour vous, par exemple, est-ce que vous pouvez nous développer un peu plus sur cette notion de bien commun ? Je ne sais pas, on ne va pas trop développer, parce que, encore une fois, je ne voudrais pas qu'on déborde trop. Juste en 2 mots, et après j'aimerais qu'on revienne à ma question, parce que je voudrais qu'on conclue là-dessus, parce que ça me semble être la question.
c'est trop compliqué pour y répondre dans ce format, mais il y a beaucoup d'autres façons d'imaginer la socialisation que le marché qui est le modèle dominant. Juste pour dire très simplement. Oui, d'abord pour dire que ce n'est pas les ONG qui font les amendements, c'est plutôt Bercy qui fait la loi. Je peux vous en parler pendant des heures de mes milliers d'amendements refusés par Bercy et l'orthodoxie financière. Mais moi, je pense que notre discours sur à quel moment on est dans le mur, à quel moment ça s'effondre, il faut vraiment l'oublier très vite maintenant. Parce que ce discours-là ne nous mène nulle part. Je pense qu'à n'importe quel moment, une société, y compris dans les crises les pires, on en a connu au XXe siècle, trouve aussi en elle des réponses à un monde en mutation profonde. Et je crois que notre question maintenant, en sachant qu'on va mettre un certain temps, voire un temps certain, à stabiliser le climat, c'est comment, dans ce monde en mutation, on va trouver les moyens pour un contrat social beaucoup plus égalitaire, pour répondre à l'ensemble des enjeux. Donc moi, je crois qu'on est dans le mur. Arrêtons de penser qu'on va y arriver, on est encastré dedans. Du coup, c'est quoi la vitalité profonde de nos sociétés, de notre humanisme, qui permettent de répondre dans ce monde en mutation permanente, pour répondre y compris d'abord aux grands enjeux sociaux, parce que sans contrat social, on ne répond jamais aux enjeux environnementaux. Donc moi, je pense qu'il y a une vitalité démocratique à inventer en arrêtant de se lamenter sur le mur, savoir quand est-ce qu'il arrive, on est dedans. D'accord, merci. Valérie Masson-Delmotte, pour votre réaction oui, aussi. En fait, on a dit souvent des choses assez fausses par rapport au rapport du GIEC et au temps qui nous reste. Donc en fait, on a perdu 30 ans. On a perdu 30 ans où les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. En France, elles stagnent. En Europe, elles stagnent. Donc c'est pas simplement une responsabilité ailleurs, hein. C'est une responsabilité chez nous, directe, et aussi par nos importations, puisque notre empreinte en France, c'est pour moitié des émissions importées. Et en fait, chaque année où on n'agit pas, c'est plus d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ça veut dire un réchauffement plus important avec un risque accru de perte irréversible d'écosystèmes fragiles ou de crise. On le voit partout dans le monde. Et à l'inverse, chaque année où on agit, c'est finalement donner plus de marge de manœuvre pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Parce que ça permettra d'avoir un effort plus graduel et plus partagé. Donc pour moi, c'est vraiment en ce sens que j'exprime cette responsabilité que nous avons aujourd'hui. Merci. Pauline ? Oui, c'est ça, complètement d'accord avec ce qui a été déjà dit avant. On a déjà déclenché le dérèglement climatique, on est déjà à plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. En tant que pays occidental, on est particulièrement responsable du déclenchement du dérèglement climatique qui ne nous impacte encore pas autant que les millions de personnes qui sont sur les routes à cause du dérèglement climatique ou qui ont des gros problèmes pour vivre là où ils sont nés. Et donc on a encore une plus grosse responsabilité dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, dans les efforts à faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle la justice climatique. Le devoir des pays les plus riches, les industrialisés, qui sont le plus responsables de la situation globale dans laquelle est la planète et sont les êtres humains. Et donc, chaque action compte, chaque décision compte et chaque jour compte pour, sur nos territoires, mettre en œuvre le changement dont on a besoin. Merci. Est-ce qu'on pose des questions publiques ? Est-ce que, pardon ? Allô, allô ? Allô ? Ah, oui, non, ça marche. Quelques questions publiques, peut-être ? Oui. Est-ce que vous avez des questions, toutes et tous ? On peut faire passer le micro si ça vous intéresse d'intervenir. Il y a un monsieur qui a une question, là. Moi, je pose la question simplement. C'est que la question est, il ne faut pas que ce soit politisé, ça. Il faut que ce soit libre. Il faut que les Français y soient responsables de leur propre engagement, sans aucune politique derrière, voilà. Parce que je pense qu'il y a trop de gens qui profitent de ça à leur avantage. Donc le Français est indépendant, hein, il est quand même pas bête, et il doit faire lui-même cette démarche, sans qu'il y ait une politique quelconque derrière. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup. Bonsoir, Malik. Juste une remarque sur un point où tout finit par se rejoindre.
qui est peut-être le premier champ de bataille de la politique, parce que nous sommes dans une bataille politique. Le mot n'a pas été prononcé, mais nous sommes dans une bataille politique. Une bataille politique, son siège, c'est dans les cerveaux. Elle se perd ou elle se gagne dans les cerveaux. Aujourd'hui, on parle de bascule, et moi, ce que je sens de toutes parts, ça reste des signaux relativement faibles, mais très encourageants, c'est que c'est l'échelle des valeurs qui est en train de changer dans la tête des gens. Pendant très longtemps, consommation égale bonheur, bonheur égale consommation. C'est cette équation qui est en train de péter, et avec des gens qui cherchent autre chose, qui sont toujours en quête du bonheur, parce que c'est ça, on cherche certes à bien manger, bien boire, tout ce que vous voulez, mais on cherche fondamentalement à être heureux. Et le fait de casser cette liaison, c'est ça qui ouvre tous les champs du possible. Et la dernière remarque, c'est que nous, on est peut-être un peu plus en avance dans des sociétés de surconsommation telles que la nôtre. Il ne faut pas croire qu'ailleurs, je pense à l'Afrique et à l'Asie, il n'y a pas des jeunes qui vivent dans les mêmes problématiques, qui sont connectés au reste du monde, qui se posent les mêmes problèmes. Et bientôt, à Lagos comme à Paris, quand on passera en SUV, on devra rendre des comptes, où qu'on soit, parce qu'il y a le début, et je terminerai là-dessus, de l'émergence d'une conscience planétaire sur cette question. Il y a eu la mondialisation économique, on démarre la mondialisation politique, et donc on ne peut pas préjuger à quelle vitesse les choses iront, est-ce qu'on s'en sortira ou pas, mais par contre, ce qui est important, c'est que la direction est prise, et ça, c'est peut-être la grande nouvelle de l'année 2019. Moi, c'est juste pour... Allô. C'est juste pour rappeler, ouais, comme il disait, qu'il y a beaucoup de jeunes dans le monde, en fait, comme Fridays for Future, donc en France, la branche, c'est Youth for Climate. Mais aujourd'hui, le mouvement, il est international, en fait. Il y a beaucoup aussi d'enfants en Afrique et tout qui se sont réunis sous cette banderole de Fridays for Future. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 60 pays. Et à la dernière grève mondiale, il y avait 7 millions de personnes dans les rues. Une grève mondiale de cette ampleur pour le même sujet, c'est quand même très rare. Je ne sais même pas si ça a déjà eu lieu, mais c'est pour montrer qu'il y a une prise de conscience qui est très importante. Mais derrière la prise de conscience, le problème, c'est maintenant, il faut des actions. Et aujourd'hui, les actions, il faut que les politiques nous aident. Si les politiques ne nous aident pas, l'action personnelle est très compliquée, parce qu'il faut beaucoup de masse pour qu'une action personnelle du coup, ne soit plus personnelle et soit collective. Mais la masse, du coup, aujourd'hui, elle n'est pas encore présente. Et c'est pour ça que, oui, aujourd'hui, il faut une conscience mondiale. Oui, Jeanne, vous vouliez juste un tout petit point sur cette question des valeurs, etc. Vous disiez, c'est un problème de l'équation entre l'égalité entre consommation égale bonheur. C'est aussi le problème entre travail égale bonheur, ou en tout cas égale dignité, quoi. Si tu travailles pas, tu es indigne, et si tu travailles, tu es un bon ou une bonne citoyenne. Ça, c'est aussi un gros problème. C'est-à-dire que tant qu'on considérera qu'on ne fait rien de sa vie, tant qu'on n'a pas un emploi et qu'on ne produit pas quelque chose, là, il y a encore un problème. Parce que certes, on pollue en consommant, mais on pollue aussi beaucoup trop en produisant, en travaillant. Et derrière tout acte de consommation, il y a des actes de production très nombreux qu'il ne faut pas oublier derrière le fétichisme de la marchandise. Et donc, il faudrait aussi se demander comment changer notre rapport au travail. Arrêter de dire aux enfants qu'il faut systématiquement qu'ils aient un métier, qu'ils produisent des choses, et que s'ils ne produisent pas, eh bien, ils ne sont rien. Merci. Moi, il me semble que si on veut agir dans l'urgence, et nous sommes dans l'urgence, on n'a pas le temps de réinventer un système de valeurs. Donc, partons du système de valeurs des gens d'aujourd'hui. Et notamment, moi, il me semble que quand on regarde ce qui s'est passé sur 20-30 ans, sur la stratégie des classes moyennes installées, sur ce qui est leur priorité, qui est la réussite de leurs enfants. C'est eux qui ont fait flamber les loyers dans les grandes villes, qui mettent énormément de moyens sur la compétition pour l'accès à l'enseignement supérieur et au meilleur boulot. Ces gens-là, dont la valeur principale, c'est effectivement l'avenir de leurs enfants, et c'est quand même une valeur assez partagée, on peut aujourd'hui les réinterroger en disant « Vous n'avez pas l'impression de faire une connerie en mettant votre énergie là-dessus dans un monde qui va devenir beaucoup plus difficile à vivre ?» Et que moi, je pense qu'il faut qu'on parte de ces valeurs-là pour leur dire « On vous propose un autre chemin à partir de vos valeurs, sans chercher à les changer. » Moi, je préfère le judo au sumo et les tirer vers effectivement une autre approche à partir y compris de leur socle de valeurs. Parce que quand on regarde les budgets des ménages,
c'est pas la surconsommation d'objets qui fait le budget, c'est le logement, c'est un certain nombre de services. Et que donc, il faut leur dire aujourd'hui, ça n'a aucun sens que vous mettiez autant d'énergie sur la réussite sociale de vos gamins alors qu'ils vont vivre avec plus 4 degrés. Et qu'à partir de là, on doit trouver les majorités démocratiques qui bougent les choses. Parce que les politiques, ça n'existe pas. Il y a des politiques qui ont des parcours et des idées totalement différentes et il faut simplement trouver une majorité démocratique. C'est ça qu'il faut faire. Et je pense qu'en réinterrogeant les choix que font aujourd'hui les gens à partir de leur socle de valeurs, on doit quand même réussir à les bouger. Merci. Pauline, je crois qu'elle voulait intervenir une dernière fois. On posera une dernière fois Allez, je vous en prie. On demandera une dernière fois au public s'il y a des questions et on en restera là. C'est intéressant cette question justement de la notion de travail. Il y a de plus en plus de jeunes qui sortent d'études et qui refusent de travailler dans des entreprises polluantes, des entreprises qui vont aggraver le dérèglement climatique. Et ça, c'est vraiment tout nouveau. C'est depuis l'année dernière, il y a un manifeste pour un réveil écologique, un manifeste étudiant qui a circulé et des étudiants qui ont dit bah voilà, moi en fait, je vais faire complètement autre chose parce que je ne veux pas travailler pour ces entreprises-là et qui deviennent militants à plein temps pour le climat, etc., etc. Avant, c'était anecdotique, maintenant, ça n'est plus du tout. Ou des jeunes cadres qui lâchent leur emploi pour faire totalement autre chose, pour ne pas rentrer dans ce système. Ce qui inquiète beaucoup, pardon de t'interrompre, ce qui inquiète beaucoup d'ailleurs certaines grandes entreprises aujourd'hui. Tout à fait, et beaucoup de parents aussi. Et c'est pour ça qu'on est aussi dans une bataille générationnelle, parce qu'il y a une prise de conscience qui a été tellement rapide ces derniers temps, qui a fait vraiment un bond énorme au sein de la jeune génération, qui est consciente qu'elle ne va pas du tout avoir la même vie que ses parents, que ses grands-parents, etc., que là, il y a un gap qui s'est créé. Et c'est l'occasion de repenser le travail. C'est quelle est la valeur qu'on donne aux personnes qui sont dans les métiers du care, des soins, les métiers qui aujourd'hui ne sont pas valorisés, des milliers de personnes, enfin je n'ai même pas de chiffres, ne sont pas rémunérées pour ce qu'elles font, alors que c'est un travail qui est profondément social et dont la société a besoin pour perdurer. Ouais. Et donc on a l'occasion là de repenser complètement notre approche au travail et il faut la saisir parce que, encore une fois, ça va amener du positif dans la société. Merci. Ouais, du coup, Mathieu. Du coup, je peux réagir rapidement là-dessus, du coup, comme je suis un jeune. C'est sur l'emploi et le travail, je suis d'accord. Aujourd'hui, la plupart des gens cherchent un emploi et ne cherchent pas un travail, alors que si on travaille dans une association, ben on fait un travail, on n'a pas un emploi et c'est non rémunéré, mais la valeur est tellement différente, je trouve ça totalement aberrant. Et pour parler des jeunes qui quittent l'école, en fait, personnellement, je discute du coup avec beaucoup de jeunes. Et oui, personnellement, je connais de nombreux jeunes qui ont pris une année de césure ou qui ont carrément arrêté les études sans savoir quoi faire parce qu'ils en ont marre, en fait. Ils veulent plus de tout ça. Et les parents derrière, qui suivent ou pas, là, en général, on choisit notre voie parce que et les parents sont quand même plus compréhensifs en ces temps-là qu'avant nos grands-parents ou autres. Donc, c'est quand même plus facile d'arrêter l'école. Mais moi, juste pour dire que personnellement, ce deuxième semestre, deuxième semestre et l'année d'après, je vais prendre une année de césure parce que pour aussi me lancer à 100% là-dedans et que beaucoup de jeunes aujourd'hui se posent vraiment la question de à quoi ça sert d'aller à l'école dans une planète invivable. Alors, Valérie Masson-Delmotte voudrait réagir. Après, on posera une question publique. S'il n'y a pas de question publique, on en restera là. OK, nous vous écoutons. Oui, moi ce que je voulais mentionner, c'était ma préoccupation très grande par rapport aux enjeux pour les plus jeunes, de concilier la prise de conscience et la lucidité par rapport aux enjeux, et une forme aussi de bien-être mental. On est devant des situations qui sont parfois très délicates, et il me semble important qu'on ait une approche qui soit la plus respectueuse et bienveillante, d'une part, et ça demande qu'il y ait une éducation solide à ces enjeux, pour donner des clés pour comprendre, et qui soit dans un cadre collectif, pas dans un petit coin seul, isolé et parfois submergé, avec des adultes référents bien formés. Et par ailleurs, ça demande aussi, pour surmonter l'ampleur des enjeux, à pas simplement apprendre pour comprendre, mais apprendre à agir avec des projets ambitieux dans lesquels on puisse s'impliquer quand on le souhaite. Et je termine, c'est plutôt une note personnelle, mais beaucoup de jeunes personnes qui se sont impliquées, par exemple, dans les marches pour le climat,
exprime une certaine frustration que j'ai entendue, à savoir que oui, il y a une mobilisation, oui, elle est là, oui, c'est unique d'avoir une mobilisation de la jeunesse mondiale sur cet enjeu-là. Mais comment le transformer en action? Comment le transformer en action qui donne du sens et qui donne aussi la satisfaction d'avoir réussi quelque chose? Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur à faire émerger des projets où les citoyens concernés, quels qu'ils soient et quel que soit leur âge, puissent s'impliquer collectivement. Merci beaucoup, Valérie Masson-Delmotte. Des questions du public? Ils sont comme les parents les font. C'est tout. Merci. D'autres questions? Vous avez des questions? Ah, si. Bonsoir. Donc moi, j'aimerais vous parler de la question en tant que consommateur aujourd'hui. Je pense qu'ici, dans la salle, on est tous placés, on sait ce qu'on consomme, mais je pense que pour les personnes lambda, c'est compliqué de comprendre la consommation et l'impact qu'ils ont avec leur consommation et le thème du greenwashing. Et j'aimerais savoir votre avis par rapport à ça, parce que comment on se place aujourd'hui en tant que consommateur quand on est en train de nous perdre dans une vague de mots avec du bio, du vert, etc., etc. Et PSAM, parce que c'est la COP étudiante. Jeanne, tu veux répondre? Oui, très simplement, moi je trouve qu'il y a un enjeu qui est en train un petit peu d'émerger et personnellement sur lequel je suis très mobilisée, j'en parlais tout à l'heure, c'est la question de la publicité, qui est systématiquement le maillon oublié. Hein, on va parler d'éco-production, d'éco-conception, des produits, etc. Puis on va dire aux consommateurs, faites ci, faites ça, plus d'informations, plus de transparence, etc. Or, il y a quelque chose d'omniprésent dans notre vie qui s'appelle la publicité, qui est massif. C'est une pression publicitaire énorme qui nous dit toute la journée que, peut-être on va nous dire tel produit est bien ou il est vert, greenwashing. Un greenwashing, c'est la publicité. L'incitation à consommer, l'association consommation-bonheur, c'est la publicité. Toutes sortes aussi d'autres nuisances sociales dans la publicité, entre autres sexisme, etc. Donc il faut vraiment se battre sur cet objet-là. Pourquoi? Parce que c'est un objet assez palpable en fait. La publicité, c'est le travail de milliers, voire de millions de gens. Hein, c'est le deuxième budget mondial après la défense dans le monde. Après la défense, les armes. Vous voyez un peu sur quoi repose notre économie, hein, les armes et la pub. Dans le genre production-destruction, c'est assez clair, je trouve. Donc c'est un travail qui est fait par des gens, c'est encadré par un droit qui est très faible, hein, évidemment. Donc je rappelle que l'autorité de régulation de la publicité est composée de publicitaires. Ça nous dit un petit peu son indépendance. Donc c'est vraiment un objet sur lequel on doit pouvoir travailler et se battre. Donc voilà, c'est vraiment... on ne peut pas mettre des mentions légales en bas de la publicité, manger, bouger en vendant des hamburgers. Ça ne marche pas, c'est une injonction contradictoire. Et c'est ça qui produit de la culpabilité, de la culpabilisation du consommateur. Donc battons-nous, battez-vous contre la publicité. Déjà, ça peut être un bon premier pas. Pour redire là-dessus, alors à peu près tous mes amendements d'encadrement de la publicité ont été balayés au Sénat et ça s'est pas mieux passé à l'Assemblée nationale. La représentation parlementaire n'est pas encore prête à ça. Mais moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant de voir à quel point une part de la publicité devient inacceptable sur l'espace public. Et que finalement, ce qui était de l'ordre du politiquement accepté ne le devient plus. C'est-à-dire aujourd'hui, un tramway siglé d'une low cost pour aller à 40 € à Majorque, ça ne passe plus. Et ça génère beaucoup de réactions négatives dans la ville. Par exemple, je prends à Nantes, puisqu'il arrive qu'on ait un tramway en orange comme ça, EasyJet. Et du coup, c'est une interpellation assez forte du politique derrière, qui, dans son propre règlement de publicité, pour être tranquille, aura certainement intérêt à interdire ce type de publicité. Donc là, je pense quand même que sur la publicité, ce qui était politiquement accepté, correct, voire désiré autrefois, est en train de bouger et que certaines publicités deviendront trop engagées dans le mauvais sens pour être tolérées sur l'espace public ou dans d'autres espaces. Ça, c'est une évolution intéressante, même si en termes d'encadrement, là, je peux vous faire une longue liste des amendements qui ne sont pas passés. Et je vais rajouter un point, et puis peut-être qu'en termes, je ne veux pas conclure, mais je pense que la question sur la consommation, je pense que la réponse aussi vient des consommateurs. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens, par leur consommation, joueront un rôle fondamental sur l'évolution de nos sociétés en bannissant des produits, des marques qui sont clairement hors des clous à tout point de vue. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va rester là. On va finir juste sur une dernière toute petite... Un très petit mot. Sortir de la...
Allô? Oui. Sortir de la société de consommation, c'est pas se demander est-ce que je dois consommer produit A ou produit B. C'est se dire il faut que j'arrête de considérer que le seul moyen de m'équiper, c'est d'acheter. C'est ça que nous a fait croire la société de consommation, c'est-à-dire qu'il n'y a d'équipement que via l'achat sur un marché de produits neufs. Or, il y a d'autres moyens de s'équiper, l'autoproduction, la récupération, le troc, etc. Donc le pas de côté quand on veut sortir du consumérisme, c'est pas consommer A ou B, c'est arrêter d'acheter pour m'équiper. Merci beaucoup. Merci. On en reste là. Oui. Parfait. Ouais. Alors merci encore à la recyclerie et donc suivez la COP non official sur les réseaux sociaux et merci à nos invités. Bonsoir. Merci.